samedi 11 janvier, la base aérienne de l'armée française de la ville d'Abéché dans la province du Ouaddaï a été rétrocédée à l'armée tchadienne. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre des Armées, Issa Khamaloua Djamous. Et puis au Tchad, la question du port des casques par les motocyclistes est capitale pour la sécurité routière. Toutefois, l'application stricte de cette règle et le respect des mesures de port de casque demeurent un véritable obstacle. Les détails à suivre dans cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a reçu ce 10 janvier une délégation algérienne conduite par le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères, Sofiane Chaïb. L'émissaire algérien est porteur des messages du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, qu'il a transmis à son homologue maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le reportage de nos confrères de la présidence. Arrivée jeudi 9 janvier, la forte délégation algérienne, conduite par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a été reçue pendant 1 heure par le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Une audience qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans des domaines stratégiques d'intérêt commun qui sous-tendent cette coopération. L'émissaire algérien Sofiane Chaïb a remis au chef de l'État un message de son président. L'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire, a ensuite échangé longuement avec le chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, sur les voies et moyens de porter au summum la riche et fructueuse coopération entre le Tchad et l'Algérie. Donc, sans rentrer dans le détail de cette missive, son objet a porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et le Tchad. Ce sont des relations anciennes qui sont empreintes de fraternité, de solidarité et de coopération. Et je pense que ma présence ici même aujourd'hui, au lendemain d'événements qu'a connu la capitale tchadienne, témoigne de l'attachement de l'Algérie à cette relation. Cette audience a permis d'avoir un échange riche et fructueux sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre nos deux pays dans différents domaines d'intérêt commun. Les deux pays sont membres de plusieurs organisations sous-régionales et continentales. L'Algérie, par le biais de son émissaire, est venue solliciter officiellement le soutien du Tchad en faveur de sa candidate à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. La candidate a déjà été ici au Tchad. Elle a effectué une visite au cours du mois de décembre pour exposer sa vision aux autorités tchadiennes. Et nous avons bien évidemment bon espoir de recevoir le soutien précieux des autorités tchadiennes à cette candidature, dans la fidélité bien évidemment des relations fraternelles qui lient nos deux pays. Peu avant de prendre congé de son hôte, le secrétaire d'État algérien auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a offert au chef de l'État un sabre symbolisant l'amitié et la fraternité entre l'Algérie et le Tchad, deux pays amis et deux peuples frères. Au Tchad, la présence des militaires français à Abéché, ville de la province du Ouaddaï, ne sera qu'un souvenir. Ce samedi 11 janvier, la base aérienne lieutenant-colonel Mahamat Hassan Angata a été rétrocédée à l'armée tchadienne. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre des Armées, Issa Khamaloua Djamous. Le point avec nos envoyés spéciaux, Biaktiboy Emmanuel et Elias Goubou. Si sans surprise, le tricolore français ne flottera plus. Samedi, les forces armées françaises ont plié bagages, vidant ici la base aérienne d'Abéché, ville de la province du Ouaddaï. Un départ qui vient concrétiser la décision surprise de l'État tchadien, la rupture de l'accord militaire annoncé fin novembre, tout en affirmant conserver de bonnes relations avec la France. Le camp-capitaine Michel Crossi, repris par l'armée tchadienne, a été applaudi. Lors de la cérémonie officielle, le ministre des Armées, Issa Khamaloua Djamous, n'a pas caché sa joie de voir partir les forces françaises, pas qu'ici mais sur l'ensemble du Tchad.
Cette phase considérée comme importante indique déjà la ligne droite menant au désengagement définitif et total de cette armée de notre pays. Nous constatons avec satisfaction que le calendrier établi entre la sous-commission technique et le commandement des forces françaises est respecté. Pour lui, les Tchadiens devraient être fiers de leurs armées qui assureront seule la couverture sécuritaire, préserveront et confirmeront la souveraineté du pays. Un État souverain doit compter sur sa propre capacité à défendre son intégrité territoire. Cette plénitude de compétences qui signifie souveraineté obtenue par une indépendance ne se partage pas. À cet effet, jaloux de la souveraineté de son pays, le maréchal Mahamat Idriss Déby a pris toutes les dispositions nécessaires pour cette décision. Un retrait qui marque l'esprit après des décennies, c'est du moins un retrait coordonné et organisé des forces françaises. C'est en tout cas un partenariat réussi entre le Tchad et la France, a estimé le colonel Boris Pomerol, en termes de réalisations sur les plans humanitaires, sanitaires et sécuritaires. Cet instant que nous vivons aujourd'hui, empreint d'émotion et de solennité, est bien plus qu'un simple retrait militaire. Au-delà de la coopération militaire et humanitaire, les relations humaines nouées au fil des années ont également été un pilier de cette présence française. J'en veux pour preuve l'engagement dont les soldats français ont pu faire preuve à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour lutter au péril de leur vie contre les incendies en dehors du camp, démontrant ainsi leur solidarité avec la communauté locale. Nos soldats ont vécu, travaillé et parfois combattu aux côtés de leurs frères d'armes tchadiens. Le 26 décembre dernier, une première base militaire, celle de Faya, dans l'extrême nord du pays, a été rétrocédée et le 31 janvier sera donc la date butoir. Il marquera le départ définitif de toutes les forces françaises au Tchad. Du côté de la population abéchoise, c'est une satisfaction. Le retrait de l'armée française était attendu. C'est une journée historique. Franchement, nous sommes très contents ce matin parce que nous avons des occupations, mais on a dû laisser parce que l'événement est de taille. Le Tchad a déjà acquis l'indépendance en 1960, le 11 août, mais pour nous, aujourd'hui, le 11 janvier, l'indépendance elle est déjà totale. Nous sommes déjà en joie. Nous avons manifesté depuis longtemps le départ de l'armée française du Tchad et plus particulièrement d'Abéché. La décision prise par la plus haute autorité du Tchad, en leur tête le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a pris cette décision historique. Et nous sommes fiers depuis l'annonce du départ de l'armée française du Tchad. Nous, en tant que jeunes, nous sommes remplis de joie. Et on dit Tchad Hourra, France Barra. Une fierté pour moi en tant que citoyen et aussi en tant que président des jeunes de la province. Je suis tellement content. Depuis l'existence de cette armée française, nous n'avons rien bénéficié. La population d'une manière générale et la jeunesse en particulier n'a rien bénéficié. Nous ne pouvons pas continuer à garder ou bien à héberger l'armée française ou bien des bases étrangères. Et à travers notre armée, l'armée est puissante, l'armée a monté en puissance. Aujourd'hui, toutes les dispositions techniques nécessaires sont prises par l'armée pour sécuriser le territoire national. Une journée vraiment mémorable pour l'histoire du Tchad et particulièrement pour la région du Ouadaï. La coordination des patriotes et le parti panafricain du Tchad ont conjointement animé une conférence de presse ce 11 janvier 2025 dans une institution de la place dans la commune du 1er arrondissement. L'échange avec la presse a porté sur la situation actuelle du Tchad. Jessica Fering nous fait le point. La rupture de la coopération militaire avec la France a été le point focal du débat entre la plateforme politique comprenant Tchad ma patrie, la coordination Les Patriotes et le Parti panafricain du Tchad. Dans leur intervention, tous les conférenciers ont soutenu et salué le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour avoir pris cette décision. Le président de Tchad ma patrie, Mahamat Nour, a estimé que la France métropolitaine est une machine qui sue le sang de l'Afrique. Face au comportement impérialiste de l'Hexagone, il mobilise la nation tchadienne tout entière à adopter un élan patriotique. Au-delà de cet engagement, il lance un appel à l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté du Tchad. Le Tchad s'adresse désormais digne et fier
affirmant son droit inaliénable de décider de son propre destin. Ce choix courageux n'est pas seulement d'un homme, mais celui d'un peuple tout entier, aspirant à ses libertés des chaînes de néocolonialisme. Le départ des militaires français du Tchad préoccupe la presse au point que de salves questions ont été posées aux panélistes. Les plus pointues sont l'impact de cette rupture de coopération sur l'économie et le devenir du français au Tchad. L'un d'entre eux a répliqué que l'État tchadien doit mettre bouchée double pour promouvoir l'agriculture et l'élevage, deux secteurs qui peuvent permettre aux Tchadiens d'être économiquement et alimentairement indépendants. Concernant l'avenir du français, celui-ci n'a pas manqué de mots. Pour simuler le français comme la langue de la nation tchadienne, il a tranché qu'en déclarant que le français est notre langue, nous l'avons acquise au prix de notre sang. À Ati, ce samedi 11 janvier 2025, une cérémonie mémorable de remise de kits a récompensé les 25 meilleurs enseignants de la région, organisée par le programme PROCEP pour promouvoir la qualité de l'éducation de base au Tchad. L'événement, présidé par Brahim Senoussi Imam, visait à encourager et valoriser le rôle essentiel des enseignants dans l'amélioration du système éducatif. À la correspondance d'Abderrahman Mustafa Abderrahman. C'est 11 janvier 2025 à Ati, chef-lieu de la province Sidi Bata, s'est tenue une cérémonie mémorable de remise de kits aux 25 meilleurs enseignants de la région. Organisée par le programme Promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, les PROCEP, cette initiative vise à encourager les enseignants et à valoriser leurs contributions essentielles à l'amélioration du système éducatif. Le représentant du délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Djibril, a ouvert la cérémonie en mettant en avant le rôle crucial des enseignants dans la transformation du système éducatif tchadien. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement, soutenue par des partenaires tels que la Direction du développement et de la coopération DDC et l'ONG suisse Enfants du Monde. Le coordonnateur provincial du PROCEP, Mohamed Tahir Breme, a ensuite expliqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités liées à la Journée mondiale de l'enseignant, célébrée ici différée. Il a précisé que les enseignants ont été sélectionnés selon des critères rigoureux établis par les inspecteurs et animateurs pédagogiques. Les kits remis comprennent un certificat de reconnaissance, une blouse, un sac à dos, des blocs-notes et un dictionnaire. Ces récompenses symbolisent la reconnaissance des efforts des enseignants et leur rôle dans la promotion d'une éducation de qualité. Le secrétaire général de la province d'Ibata, Brahim Senoussi Imam, qui a présidé la cérémonie, a salué l'engagement du PROCEP et de ses partenaires, soulignant que la qualité de l'éducation reste une priorité nationale. Il a félicité les enseignants primés pour leur professionnalisme et leur dévouement, tout en les encourageant à continuer à servir d'exemple pour leurs collègues et à inspirer leurs élèves. Le point culminant de la cérémonie a été la remise officielle des kits aux bénéficiaires par les autorités présentes. Les enseignants primés ont reçu leurs récompenses sous les applaudissements chaleureux de l'audience. La cérémonie s'est terminée par une photo des familles regroupant les enseignants bénéficiaires, les autorités administratives, les partenaires du PROCEP et les invités, symbolisant l'unité et l'engagement collectif pour l'amélioration de l'éducation dans les Bata, une journée marquante pour l'éducation au Tchad, un pas de plus vers une école de qualité pour tous. La question de l'utilisation des casques par les motocyclistes est cruciale pour la sécurité routière. Toutefois, l'application de ce règlement et le respect des mesures de port de casque demeurent de véritables obstacles. En effet, de nombreux cas de décès sur les routes y sont souvent liés. Voici une analyse de Mathurin Ngakutu Naira. En janvier 2023, le gouvernement a instauré des mesures strictes rendant obligatoire le port des casques pour les conducteurs et les passagers de moto. Cette initiative vise à diminuer le nombre d'accidents et à protéger les usagers de la route.
Des campagnes de sensibilisation ont aussi été lancées pour encourager les motocyclistes à respecter cette réglementation. Malgré ces efforts, l'application des mesures rencontre des contestations de la part de nombreux usagers qui avancent comme argument le prix très élevé des casques sur les marchés de la capitale. Il est évident que le port des casques contribue positivement à la sécurité routière et le refus généralisé des citoyens semble peu justifié. C'est pourquoi les institutions étatiques qui disposent de ressources législatives et financières nécessaires devraient agir pour faire respecter cette réglementation essentielle. Pourtant, cette initiative bien intentionnée souffre toujours d'un manque d'application efficace. Face à cette situation, ne serait-il pas pertinent d'interroger les concessionnaires concernant la vente des motos sans casque ou d'envisager de subventionner le coût des casques sur l'ensemble du territoire pour les rendre accessibles à tous? Bien que l'organisme comme l'ONASER continue de diffuser régulièrement des messages sur le code de la route pour éduquer des usagers, il demeure clair que les conditions économiques, notamment le pouvoir d'achat, doivent également faire l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs tchadiens. La ville de N'Djamena est en pleine opération de colmatage des nids de poules, une initiative lancée par l'Agence nationale d'entretien routier visant à réparer des nombreuses dégradations de routes causées par les intempéries récentes qui ont rendu la circulation de plus en plus difficile par les usagers. Reportage de Adam Brahim Hamis. L'opération qui doit servir à remettre les routes de la capitale en bon état se réduit à un travail décisif. Elle consiste inconsistamment à boucher les nids de poules sur les voies bitumées. Sur le terrain, l'Agence nationale d'entretien routier, l'équipe de la Société de transport transit des travaux publics et l'occasion des voitures, STTPLV, sont à l'œuvre. Elles ont entamé les principales artères, notamment l'axe principal du quartier de Djoumalmena à Moursal. Selon un ingénieur en génie civil, qui a souhaité s'exprimer sous l'anonymat, les matériaux utilisés sont des substances géologiques moins résistantes. Les employés déployés dissimulent la qualité des matériels en usage. Hamidou Bouba, un conducteur de travaux, a confié que l'opération gagnera les avenirs en état de dégradation dans les autres arrondissements de la ville d'N'Djamena. L'initiateur, c'est le AGR. Le AGR, c'est l'Agence nationale d'entretien routier. C'est eux qui ont initié le projet. C'est presque toutes les rues bitumées de N'Djamena qui est en voie d'aménagement. Bon, nous, on a deux routes, l'avenue Gougounouédé et l'avenue Wali Angeli. Oui, il nous reste encore beaucoup. On vient de commencer. Et dès qu'on finit cette avenue, on va partir vers le rond-point Ngeli-Walia. L'opération de réaménagement des routes du pays est une routine. Chaque année, à pareil moment des villages jusqu'en ville, les entreprises d'entretien routier et les citoyens apportent une réparation aux voies publiques qui ont été détériorées en été. À N'Djamena, la capitale du Tchad, les caméras de surveillance se multiplient à chaque coin de la rue et dans les divers ronds-points. Bien qu'elles soient censées renforcer la sécurité publique, elles semblent davantage constituer un outil d'embellissement pour la ville, tandis que les agressions et les actes de vandalisme semblent paradoxalement en augmentation, comme l'indique Manda Barka. Les caméras de surveillance sont fréquemment perçues comme un outil efficace pour dissuader la criminalité. Leur présence visible peut décourager les comportements délinquants car les individus susceptibles de commettre des actes répréhensibles sont conscients qu'ils sont monitorés. De plus, les enregistrements vidéo offrent aux forces de l'ordre la possibilité de collecter des preuves cruciales lors des enquêtes criminelles, contribuant ainsi à l'identification des suspects et à la reconstitution des faits. Il est regrettable que certaines caméras soient orientées vers des zones peu fréquentées ou qu'elles ne soient pas opérationnelles au moment où leur utilisation est cruciale. L'augmentation de la présence des caméras de surveillance à N'Djamena suscite des questions concernant leur efficacité face à une insécurité croissante. Bien que ces dispositifs puissent potentiellement améliorer la sécurité publique, leur déploiement requiert une réflexion approfondie et doit être accompagné de mesures complémentaires afin d'assurer la protection des citoyens
citoyens. La question demeure, comment s'assurer que ces outils technologiques soient effectivement utilisés pour réduire la criminalité et rassurer la population? La question demeure, comment s'assurer que ces outils technologiques soient effectivement utilisés pour réduire la criminalité et rassurer la population? Ce samedi 11 janvier, c'est la journée internationale du merci, une occasion pour exprimer notre gratitude à nos proches, collègues et à toutes les personnes qui enrichissent notre quotidien, précise Déborah Moulkissam. Un simple merci peut avoir un impact considérable, tant pour celui qui le prononce que pour le destinataire. La journée mondiale du merci est célébrée chaque année le 11 janvier. Bien que son origine exacte demeure incertaine, certaines sources indiquent qu'elle aurait été lancée par des employés d'une entreprise de cartes postales dans le but d'accroître les ventes de leurs enseignes. Le terme merci tire son origine du mot latin merces, signifiant à l'origine salaire, récompense ou faveur. Au fil des siècles, il a évolué pour devenir une expression courante de gratitude dans la langue française. Cette journée nous rappelle l'importance de ce mot simple mais puissant dans nos vies. Elle nous incite à témoigner notre reconnaissance à l'égard de notre entourage, que ce soit pour des gestes modestes ou des actions plus significatives. Elle nous encourage à manifester notre gratitude envers nos entourages, qu'il s'agisse de petits gestes ou d'actions plus notables. En prenant le temps de prononcer un simple merci, nous consolidons nos relations sociales et contribuons à la diffusion d'une énergie positive au sein de la communauté. Exprimer sa reconnaissance, c'est partager une parcelle de soi avec autrui. Merci Déborah Moulkissam. À présent, toute autre chose, la chronique nutrition de la semaine, la roquette, cette feuille verte au goût légèrement prononcé, est bien plus qu'un simple ingrédient culinaire. Elle est appréciée pour ses saveurs uniques et ses bienfaits sur la santé. Aujourd'hui, elle s'intègre dans notre quotidien de multiples façons. Découvrez en détail les bienfaits de cette plante avec Dela Nathalie. La roquette constitue une source naturelle de nitrates capable de contribuer à la réduction de la tension artérielle. Elle stimule également la production de sucre gastrique, ce qui facilite le processus digestif. En outre, la roquette joue un rôle important dans la régulation du transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Riche en nutriments, elle contient notamment de la biotine qui favorise la croissance des cheveux et les rend plus résistants. La synergie des composants présents dans la roquette favorise l'allongement, la vitalité, l'éclat des cheveux. De plus, elle joue un rôle de détoxification du foie en facilitant l'élimination des toxines. Certains des éléments constitutifs de la roquette tels que les glucosinolates, des isocyanates et les flavonoïdes possèdent des propriétés bénéfiques pour la santé globale et peuvent contribuer à la prévention des maladies chroniques. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'organisme et participent au maintien d'une santé globale optimale. Escale dans le monde avec l'actualité hors de nos frontières pour parler de la situation au Bénin avec près de 28 soldats tués mercredi. En Éthiopie, le pays mise sur le développement financier pour l'ouverture d'une bourse de valeur. Puis en RDC, le M23 continue de se faire entendre par les armées et pendant ce temps au Mexique, une campagne de désarmement est instaurée pour la paix. Joël Godemana. Le Bénin subit pour sa première fois de lourdes pertes dans l'armée. Au moins 28 soldats ont été tués mercredi dans une attaque contre l'armée revendiquée par les djihadistes. Cette attaque a été perpétrée dans le nord du Bénin. Il faut indiquer que ces attaques ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes de l'organisation État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils sont actifs. La région frontalière avec le Burkina Faso reste l'épicentre de ces attaques. En Éthiopie, le gouvernement a lancé vendredi 10 janvier une bourse des valeurs mobilières, une décision qui marque le retour effectif de la corbeille 50 ans après la chute de l'empereur Haïlé Sélassié et le basculement de la seule nation non colonisée en Afrique. Le pays accélère son virage vers l'économie de marché avec la bourse des valeurs mobilières.
L'ONU continue de faire parler la République démocratique du Congo et le Rwanda avec le M23. Selon le rapport de l'ONU, le M23 a étendu son emprise dans l'est de la RDC et accru son contrôle sur plusieurs territoires avec le soutien des forces de défense du Rwanda. Pour l'Institut, l'espace occupé par les rebelles a augmenté de 30% entre avril et novembre 2024. Malgré certaines décisions, le M23 continue de conquérir et administrer de plus en plus de territoires dans l'est du pays. En Turquie, le chef de la diplomatie, Hakan Fidan, a institué le vendredi à la France de rapatrier ses ressortissants emprisonnés en Syrie sous la garde des Kurdes. Pour le gouvernement, si la France a quelque chose à faire, c'est de reprendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger. Sans autre contour, la Turquie met en garde la France. Faisons escale au Mexique avec la campagne de désarmement. Le pays compte lutter de plus en plus contre la criminalité et le banditisme qui divise et instaure le chaos. Baptisé Oui au désarmement, Oui à la paix, ce programme incite les propriétaires d'armes au Mexique à aller déposer anonymement contre une certaine somme d'argent en liquide jusqu'à dans les églises. Selon le président, ce programme consiste à ce que, sans enquête, une arme qui se trouve dans un foyer puisse être remise contre de l'argent et afin d'être détruite. Puis cap sur les États-Unis avec Maria Moussa. Nous parlerons d'incendie qui a dévasté plusieurs quartiers de Los Angeles. Depuis 4 jours, les incendies continuent de ravager Los Angeles, bien que le vent qui alimente les flammes ait commencé à diminuer vendredi 10 janvier. La controverse concernant l'efficacité des autorités et des services de secours s'intensifie. Le bilan des victimes s'établit à moins 11 personnes décédées, tandis que les dégâts causés sont considérables. La rapidité et l'intensité des flammes ont mis à l'épreuve les infrastructures de lutte contre le feu de la deuxième plus grande ville des États-Unis, suscitant ainsi interrogations et critiques, qualifiant de profondément préoccupant les manques d'approvisionnement en eau et la perte de pression au niveau des bouches d'incendie dans les premières heures de l'incident. Il a demandé la réalisation d'un examen indépendant complet des services de distribution d'eau de Los Angeles. Tirant parti d'une accalmie des vents qui affectent la ville californienne, les pompiers ont entamé vendredi la maîtrise des incendies ayant causé au moins 11 décès et détruit plus de 10 000 bâtiments dans les quartiers est et ouest de la métropole. Selon un bilan encore largement préliminaire, ces deux incendies ont ravagé 14 100 hectares de terrain, réduisant des quartiers entiers en cendres alors que des milliers de personnes se retrouvent sans abri. Les épais nuages de fumée dégagés par les flammes ont incité les autorités à déclarer une urgence de santé publique. Environ 153 000 personnes font actuellement l'objet d'ordres d'évacuation, tandis que 166 800 autres ont été mises en alerte pour d'éventuelles évacuations, selon les déclarations du shérif du comté de Los Angeles. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour suivre les résultats provisoires des élections couplées du 29 décembre dernier par l'Agence nationale de gestion des élections.